08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Voilà, j'ai le plaisir ce soir, samedi 7 du mois de mai 2011, de recevoir notre ami M. Ahmed Bennour, ancien ministre de Habib Bourguiba, homme d'État tunisien, celui qui a osé critiquer depuis des années Zine El Abidine Ben Ali, et surtout au mois de décembre, sur notre antenne, à la télé et à la radio. Il a critiqué, et il nous a donné un schéma assez intéressant de la Tunisie que personne n'osait pas encore dire et parler. Après 45-50 jours, la révolte a commencé en Tunisie. Après, c'était allé ailleurs dans les autres pays arabo-musulmans. Alors, Monsieur Bennour est avec nous ce soir dans notre studio. Mes chers amis, vous pouvez nous écouter sur 95.2 FM ici maintenant, sur FM, dans votre voiture, à la maison. Et n'importe où que vous soyez avec Internet, même avec votre téléphone portable, vous pouvez nous regarder en tapant ici maintenant.com ou ici maintenant.org. Vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé, partout dans le monde, en tapant ici et maintenant.org ou .com. Monsieur Bennour, encore une fois, je veux vous remercier d'accepter notre intervention, mon cher ami, notre invitation. Et on vous remercie de votre intervention. Surtout que quand vous étiez en Tunisie aussi, j'ai eu le plaisir de parler avec vous au téléphone. C'était très intéressant. Alors, cette révolte, on peut dire, et la révolution tunisienne, Monsieur Bennour, a été allée ailleurs, en dehors de votre pays. Cette liaison, comment est-ce que ça a été arrivé à votre avis? C'est-à-dire que déjà la situation dans le monde arabe est une situation très précaire, très précaire. Ce sont des pays essentiellement caractérisés par le manque de liberté, par des chefs d'État qui sont restés trop longtemps au pouvoir. M. Moubarak, 30 ans. Le président du Yémen, 33 ans. Ben Ali, déjà 23 ans. Et ainsi de suite. Donc, c'est des régimes dont les chefs sont vieux, sont restés trop longtemps au pouvoir, sont détestés par leur peuple. Il y a beaucoup de corruption. Il n'y a pas de liberté. Le système est complètement verrouillé. Il n'y a pas de démocratie. La presse n'est pas libre. Tout cela a amené que quand la Tunisie s'est révoltée contre Ben Ali, que Ben Ali est parti, s'est enfui, ça a encouragé les autres pays, les autres peuples à dire nous faisons la même chose. Nous pouvons faire de telle sorte que nos dirigeants s'en aillent et qu'ils nous foutent la paix. Je pense que c'était le message un peu de la révolution tunisienne. Ils se disent, les peuples égyptiens surtout, yéménites, pourquoi c'est arrivé en Tunisie et pas en Égypte? Quand même, les Égyptiens sont aussi un grand peuple historiquement, c'est un grand pays qui a une histoire. Quand même, nous-mêmes, nous posons des questions depuis des années sur l'Égypte. Oui. L'Égypte, on sent que l'Égypte n'a pas la direction qu'il faut, qui est en rapport avec sa grandeur, avec son histoire, avec sa culture, avec les hommes qui ont toujours marqué l'Égypte. Donc, de ce fait, la révolution tunisienne a encouragé les autres révolutions. Et c'est un point de fierté pour les Tunisiens d'être à l'origine de toute cette révolution dans le monde arabe. Voilà un peu, c'est ce qui explique pourquoi cette révolution tunisienne a fait tache d'huile. A fait tache d'huile un peu dans le monde arabe. Et Kadhafi aussi qui dirige ce pays d'une main de fer depuis 42 ans. 42 ans qu'il est au pouvoir avec sa famille maintenant, ses enfants, qui se comportent comme des monarques, comme des rois, comme des petits rois. Ils sont en train de gaspiller l'argent de l'État. Chacun a des voitures de luxe, a des yachts, des bateaux de plaisance, des appartements luxueux partout dans le monde, des hôtels particuliers. Donc la Libye aussi a été touchée par le syndrome de la révolution. Voilà. Je pense personnellement que ça a été bénéfique. Bon, maintenant, j'espère que ces révolutions maintenant finissent par s'organiser et par amener des régimes démocratiques qui respectent le jeu institutionnel, qui respectent la liberté de penser, qui respectent la liberté de parole. Et c'est ainsi que nous pouvons voir que le monde arabe
va évoluer favorablement dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire des pays démocratiques. On ne demande pas la démocratie à la française ou à la britannique, mais quand même un minimum de liberté de presse, un minimum d'élections libres, un minimum de jeu institutionnel, un minimum de morale chez les dirigeants et de contrôle de ces dirigeants, qu'on ne laisse pas les dirigeants, disons, être là pendant quand même 20 ans ou 30 ans, comme M. Moubarak, 32 ans. Voilà un peu comment la révolution tunisienne a donné idée aux peuples arabes pour qu'ils fassent leur propre révolution. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez d'autres pays occidentaux sont prêts toujours à aider cette révolte et révolution tunisienne? Est-ce qu'il y a une concurrence entre l'Occident, c'est-à-dire les pays de l'Occident, c'est-à-dire entre l'Europe, Angleterre, Amérique, sur la Tunisie et d'autres pays arabo-musulmans qui actuellement ils sont en train de faire des changements dans leur pays? Monsieur Bennour. Nous sommes avec Monsieur Ahmed Bennour, oui, ancien ministre tunisien, ami de Habib Bourguibé, mes chers amis, et vous écoutez Radio ici maintenant. Nous sommes le samedi 7 du mois de mai. Également, vous pouvez nous regarder en tapant ici et maintenant.org, comme vous regardez à la télé partout dans le monde, même à partir de votre téléphone portable. Je pense que la concurrence n'existe pas. Oui. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a l'Europe maintenant. L'Europe, les pays européens sont organisés au sein de l'Union européenne. Et toutes les aides et toute l'assistance passent par l'Union européenne. C'est déjà un point important. Deuxièmement, l'Amérique, c'est un pays ami à l'Europe. Donc l'Amérique ne cherche pas à concurrencer les Européens en Tunisie. Parce que les Américains savent très bien que la Tunisie est un pays très proche de l'Europe, notamment de la France, l'Italie, de l'Espagne, du Portugal et tout ça. Donc je ne sens pas à travers l'aide actuellement et tout l'intérêt que portent maintenant les Occidentaux à la Tunisie qu'il y a un problème de concurrence. Il y a une complémentarité. Il y a une certaine forme de complémentarité entre les États-Unis et l'Europe pour l'aide et l'assistance à la Tunisie. Donc je ne pense pas qu'il y ait une concurrence. Je pense bien plus qu'il y a une complémentarité entre l'aide américaine et l'assistance européenne. Mais le conflit en Libye, M. Ahmed Bennour, a compliqué un peu des choses. C'est vrai. On peut dire, même pour vous en Tunisie, qu'ils soient en Égypte, mais même pour l'Europe, surtout les problèmes frontières avec Italie, France, et les problèmes qu'ils ont de pays-là sur les réfugiés tunisiens, et actuellement surtout cette vague de réfugiés tunisiens qui sort. Est-ce que ça, à votre avis, comment ça se fait? On ne pouvait pas régler ça avec un autre système de travail, les problèmes libyens? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas avec un... Surtout, excusez-moi, monsieur le ministre, oui. Surtout que vous venez de dire que ce soir, en Tunisie, il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes, c'est-à-dire qu'il y a eu des manifestations qui ont dégénéré. Dégénéré, et voilà. Le gouvernement a pris la mesure, il a bien fait, oui, d'instaurer de nouveau le couvre-feu. Par contre, pour la Libye, c'est un autre problème, beaucoup plus complexe. Parce que la Libye a beaucoup de pétrole, a des réserves de pétrole très importantes. Et Kadhafi ne veut pas reconnaître qu'il a échoué à diriger la Libye. Parce qu'il y a un ras-le-bol aussi chez le peuple libyen du système Kadhafi. C'est un système mafieux, tout est commandé par lui, par ses enfants. Les gens n'en peuvent plus et ne veulent plus de ce système. Alors voilà maintenant, l'Europe maintenant a pris en main ce dossier. Il semble que les Européens veulent arriver à la solution, à savoir que M. Kadhafi quitte le pouvoir pour pouvoir organiser le pays. Mais M. Kadhafi ne veut pas quitter. Combien de temps va-t-il tenir le coup? Ça, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que certainement, la Libye est devenue un pays difficilement gérable par Kadhafi. Ça m'étonne, après les 10 000 morts, on parle de 10 000 morts. Cette révolution en Libye a laissé 10 000 morts. Est-ce que M. Kadhafi peut revenir au pouvoir comme si de rien n'était, après 10 000 morts? Je ne sais pas. Je me pose la question. Moi, personnellement, je ne pense pas. S'il avait un peu d'intelligence, il trouverait une formule avec les tribus libyennes, avec les gens en Libye, pour quitter le pouvoir sur la pointe des pieds. Mais demander l'intelligence à un homme habitué à gouverner la Libye
sans partage, c'est très difficile. Donc maintenant, c'est une question de temps. De temps. Est-ce que M. Kadhafi aura la sagesse Oui. et le patriotisme pour pouvoir éviter à son pays de continuer à avoir un bain de sang? Ça, je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais il est condamné à terme, à mon sens, il est condamné à terme. Parce que quelqu'un qui tire sur la foule, Oui. qui tue des enfants, qui tue des femmes, des vieillards, qui tue 10 000 personnes, Même peut-être plus, monsieur même le... plus peut-être, Oui. c'est pas possible qu'il puisse encore revenir au pouvoir comme si de rien n'était. Ça, c'est mon analyse personnelle. Alors, vous venez de dire que dégénérer les manifestations en Tunisie Cet après-midi, et l'armée est intervenue. Alors, les gens, qu'est-ce qu'ils demandaient? Leur demande, c'était quoi? eh ben, vous savez, des demandes, c'est la surenchère politique. C'était des islamistes? Je pense pas, je ne pense, c'est peut-être un peu des islamistes extrémistes. Ah, Et un peu de gauchistes extrémistes. Oui, Que rien ne va. oui. Voyez. Donc il y a un mélange, il y a les mélanges d'extrémistes de deux bords qui s'entendent pour foutre la pagaille, foutre l'anarchie. Voilà. C'est-à-dire ils ont attaqué des... Ils ont attaqué une place qui s'appelle la place de Barcelone, ils l'ont brûlée, et ils ont brûlé la gare centrale, la gare centrale des chemins de fer. Donc tout ceci ne présage pas de bonnes nouvelles. Ce n'est pas de bonnes nouvelles que je vous donne. Mais j'espère que le gouvernement actuel, dirigé par un Premier ministre qui a de l'expérience, Oui, qui est un homme d'État, qui a travaillé avec Bourguiba, oui. saura venir à bout de cela. C'est-à-dire que c'est quoi, à partir de maintenant, les manifestations sont interdites, les gens n'ont pas le droit de manifester? Voilà, ils n'ont plus le droit de manifester pour le moment. Parce que ces manifestations qui sont censées... Parce que le gouvernement a dit, Oui. si vous voulez manifester calmement, manifestez. Avec l'autorisation? Quand ça dégénère, comme ça, Oui. il est obligé d'interdire les manifestations. Vous ne pensez pas que ça va être grave pour la démocratie de Tunisienne? Eh ben, Cet système. je pense, enfin, ce système, c'est-à-dire qu'il y a des extrémistes qui ne veulent pas que le pays s'installe dans l'ordre. D'accord. Vous connaissez les anarchistes. Voilà. Les anarchistes sont Les islamistes, c'est la même chose? les islamistes. Encore peut-être pire, hein. En pire. Donc, ils veulent l'anarchie. Et ils veulent que la Tunisie s'installe dans l'anarchie. Parce que c'est dans l'anarchie qu'ils peuvent prospérer. Oui. Donc, mais de toute façon, la majorité du peuple tunisien n'accepte pas ça. Si vous D'accord. voyez Facebook, si vous voyez les gens qui commentent et tout ça, si vous voyez l'intelligentsia, les hommes de droit, les juristes, les professeurs, les universitaires, les cadres, tous ces gens-là ne veulent pas que la Tunisie sombre dans l'extrémisme. Et ils vont défendre la démocratie dans le sens vrai du terme, la démocratie modérée. Parce qu'il y a quand même une partie de la population, une grande majorité silencieuse, mais elle est modérée. Le jour où elle votera pour les gens modérés. Vous allez voir que les élections se termineront par la victoire de l'aile modérée dans tous les partis politiques. Moi, je suis confiant pour ça. Parce que les Tunisiens ont des acquis maintenant et ils ne veulent pas lâcher ces acquis. C'est vrai. C'est parce qu'il y a eu pas mal de projets, pas mal d'acquisitions. Si vous voyez Tunis, moi-même, je n'ai pas reconnu Tunis. Elle s'est agrandie. Il y a un grand plan d'aménagement depuis maintenant 40 ans, 50 ans que la Tunisie a beaucoup changé. Donc ces gens qui profitent du changement, qui travaillent dans les banques, qui travaillent dans les sociétés, qui travaillent dans l'enseignement, qui travaillent partout, ils ont une maison, ils ont un appartement, ils ont une voiture pour lui, pour sa femme, ses enfants vont à l'école, tiennent à garder ces avantages et ces privilèges. Donc ils défendront tous ces acquis de manière intelligente et iront voter pour la force tranquille, pour la force modérée. Moi je suis optimiste pour ça. Mais encore faut-il qu'on puisse mettre dès maintenant hors d'état de nuire ces extrémistes. Il faut les mettre hors d'état de nuire. Est-ce qu'ils ont déjà formulé des partis politiques? C'est-à-dire, est-ce que M. Ghanouchi, je crois qu'il... Il a eu un parti politique. Il a eu un parti politique. Oui, oui. Alors, sauf lui, est-ce qu'il y a d'autres partis politiques islamistes? C'est le seul. C'est le seul. On a refusé aux partis islamistes extrémistes. Ah, c'est refuser l'autorisation. Oui, l'autorisation. Mais Ghanouchi, il a l'autorisation. Il a l'autorisation parce que lui, il a présenté jusqu'à maintenant un discours modéré. D'accord. Il a accepté de jouer le jeu de la démocratie et des institutions. D'accord. Il l'a annoncé ici en France, il l'a annoncé partout. Et les gens qui sont avec lui sont en train de tous les jours de donner la preuve qu'ils veulent jouer la démocratie en Tunisie. Donc jusqu'à maintenant,
tous les Tunisiens font un préjugé favorable à M. Ranouch et à son parti. Vous le placez en combien de degrés parmi les partis?